Sur fond de guerre persistante au Moyen-Orient, d'une visite de Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche et de tensions sécuritaires croissantes en Judée et Samarie, c'est la saison des primaires en Israël. Nous poursuivons notre série d'entretiens avec des dirigeants israéliens qui se lancent dans la course pour façonner l'avenir d'Israël. Nous recevons aujourd'hui une personnalité dont le nom brille par son absence aux primaires du Likoud. La dirigeante de longue date du Likoud, Yuli Edelstein, qui affirme désormais qu'elle trace une nouvelle voie pour représenter la droite israélienne. Je suis Elana Mazal-Diamant, directrice exécutive du Israel Law and Liberty Forum, et ceci est la loi fondamentale. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Monsieur Edelstein. Avec plaisir, merci de m'avoir invité. C'est un réel honneur. Nous poursuivons une série d'entretiens avec des vétérans et des aspirants politiques à propos de leur vision pour l'avenir d'Israël. Sur de nombreux sujets différents, mais avec un accent particulier sur les questions juridiques et de gouvernance. J'ai hâte de vous parler aujourd'hui. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir partager un peu de votre parcours, qui est vraiment inspirant. Vous avez commencé à enseigner l'hébreu en URSS et étiez prisonnière de Sion. Vous êtes venue en Israël, avez gravi les échelons politiques en devenant ministre et présidente de la Knesset. Je pense que c'est une histoire qui mérite vraiment d'être entendue avant que nous abordions le fond du sujet plus tard dans l'émission. Donc, si vous pouviez prendre quelques minutes pour nous la présenter. Eh bien, tout d'abord, j'essaie de savoir si je suis un vétéran ou un espoir politique à ce stade. Mais pour revenir dans l'histoire, je suis né dans l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques. J'ai demandé un visa de sortie en 79. J'avais 21 ans. Ma demande a été refusée. On m'a refusé mon visa de sortie et je suis devenu ce qu'on appelle un refouznik. En même temps, j'ai appris l'hébreu seul, puis j'ai commencé à l'enseigner aux autres. Dieu merci, personne ne m'a demandé de justificatif ni n'a essayé de vérifier à quoi ressemblait exactement mon hébreu à cette époque. Mais j'avais mon expérience en tant qu'étudiant en langue à l'université. Donc, j'étais essentiellement formé pour enseigner les langues étrangères. Et j'avais un nombre suffisant d'élèves. La plupart d'entre eux, pas tous, mais la plupart d'entre eux étaient eux-mêmes des refouzniks, qui étaient dans le même statut que moi. Les autorités, à un certain moment, en ont eu assez de mes activités, comme de celles d'autres professeurs d'hébreu. Et en 1984, j'ai été arrêté. Pas pour avoir enseigné d'hébreu, car aucune loi de ce type n'existait même en Union soviétique, mais pour possession illégale de drogue. Quelques-uns de mes collègues ont été arrêtés pour possession illégale d'armes à feu ou pour avoir attaqué un policier et toutes sortes d'autres accusations fabriquées de toutes pièces. En 87, j'ai été libéré. L'avant-dernier, je crois, prisonnier de Sion, qui a été libéré par Gorbatchev. Ils avaient un problème juridique avec moi parce que je n'ai jamais voulu admettre mes crimes, c'est-à-dire que je n'ai jamais accepté de reconnaître la possession illégale de drogue. Alors, ils cherchaient comment me libérer. Et finalement, ils ont trouvé une solution. J'ai été libéré et ai vite obtenu un visa de sortie. Et je suis arrivé en Israël en juillet 87. Je me suis dit à moi-même et à tous ceux qui m'entouraient, je me souviens même de la phrase exacte. J'ai dit, j'ai payé mes impôts au peuple juif, ça suffit. Et en revenant à ma carrière professionnelle, je ne participerai jamais à la vie publique. Et comme le dit un vieux proverbe juif, quand un homme pense, Dieu rit. Une grande vague d'aliyah, d'immigration en provenance de l'ex-Union soviétique a commencé. C'était comme un rêve qui se réalisait pour nous, anciens réfugiés et prisonniers de Sion. Et certains d'entre nous se sont vraiment impliqués d'abord dans des activités publiques, des ONG. Et à un certain moment, nous avons compris qu'il était bien plus facile de ne pas faire du lobbying auprès des autres, mais d'essayer d'être élus nous-mêmes afin de résoudre les questions, les problèmes, les défis de cette immense vague d'Aliyah. Et c'est ainsi que j'ai été élu pour la première fois à la Knesset. J'ai occupé différents postes ministériels et j'ai été président de la Knesset pendant 3 mandats. Et nous voilà ici en ce moment dans ce studio en train de parler.
Donc tu as réussi, d'une certaine manière, à passer sous silence certaines des parties les plus colorées et même les plus douloureuses de cette expérience. J'encouragerais les spectateurs qui s'y intéressent à regarder certaines de tes précédentes interviews en anglais sur ce que tu as traversé lorsque tu étais emprisonné, et à en apprendre davantage sur ce que tu as fait dans des conditions aussi difficiles. Pour l'instant, passons à autre chose. Tu as vraiment occupé un nombre impressionnant de postes à haute responsabilité. Je crois que tu as été ministre de l'intégration des immigrés. Tu as aussi dit que tu étais présidente de la Knesset. Tu as été ministre de la Santé pendant le Covid, puis récemment présidente de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset. Et tu as maintenant annoncé que tu quittais le Likoud pour entamer une nouvelle voie politique en tant que femme de droite. J'aimerais comprendre, juste pour que nous puissions ouvrir cette conversation, quelle est cette nouvelle voie et en quoi elle diffère de l'ancienne voie, quelle qu'elle soit. Expliquez-nous cela. Je pense qu'il s'agit des mêmes principes que je pensais que le Likoud défendait, du moins à l'époque où j'étais au Likoud, la terre d'Israël. Et malheureusement, lorsque la législation, il y a environ 6 mois, je crois, a été présentée en séance plénière concernant la souveraineté en Judée et Samarie, j'ai été le seul membre du Likoud à voter en sa faveur. Concernant le service militaire, ce n'est pas un secret que si nous disons haut et fort que nous ne sommes pas prêts à procéder à des retraits territoriaux, nous avons déjà eu suffisamment d'expérience avec les accords d'Oslo, puis avec le retrait unilatéral de la bande de Gaza. Je pense que les leçons ont été tirées, donc si nous ne parlons pas de retraits territoriaux, nous avons besoin d'une armée capable de protéger toutes nos frontières. Malheureusement, en tant que président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, toutes mes tentatives d'élargir la base de la conscription à Tsahal aux forces de défense israéliennes, en incluant par exemple la population ultra-orthodoxe, du moins ceux qui ne sont pas étudiants à temps plein dans une yeshiva, n'ont pas été soutenues, à tout le moins par le Likoud et par le premier ministre. Et au final, cela a abouti à mon éviction du poste de président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Donc, tout cela m'a amené à la conclusion que, je suppose, je n'appartiens pas à ce que nous considérons aujourd'hui comme la faction actuelle du Likoud. C'était une décision très douloureuse, je dois vous l'avouer, parce que j'avais l'habitude d'être élu lors des primaires du Likoud à des postes très élevés, y compris à la première place. Ce qui signifie qu'il y a beaucoup d'amis et de soutien parmi les membres du parti Likoud qui étaient, je suppose, nombreux à être déçus par ma décision. Mais pour moi, il ne me semblait tout simplement pas juste d'occuper un siège du Likoud alors que je ne suis pas d'accord avec la politique du parti sur des questions aussi importantes. Je comptais aborder ce sujet plus tard, mais j'en parle maintenant. Il y avait au moins 3 points de divergence majeurs entre vous et le parti au cours des dernières années. L'un d'eux, que vous avez mentionné, est ce vote pour l'application de la loi israélienne en Judée et Samarie. Et cela a été... Pour ceux qui suivaient l'actualité, c'était au moment de la visite du vice-président Vance. Je pense que cela a influé sur la volonté du Likoud de participer. Il ne voulait pas le faire pendant sa présence. Pourtant, le vote a eu lieu et vous étiez seul. Si vous, comme vous l'avez dit, avez rompu avec la ligne du parti. Et une autre chose était, ce dont nous allons parler plus en détail, est lié aux efforts pour légiférer, une sorte de projet de loi. Et vous avez déjà déclaré à plusieurs reprises que vous critiquiez les projets de loi proposés, les jugeant tout simplement insuffisants, voire pire. Vous devrez le dire avec vos propres mots. Et puis, la dernière chose qui est également intéressante concerne la réforme judiciaire. Là aussi, je ne sais pas, et encore une fois, vous devrez préciser quel désaccord vous aviez sur le fond. Mais vous remettiez également en question la manière dont cela a été mené, très publiquement. Et cela, même si vous êtes... Et cela aussi, il faudra qu'on m'en parle, mais vous êtes l'une des personnes les plus importantes. Vous étiez au centre de l'une des affaires les plus importantes de la Cour suprême de la dernière décennie. Et vous avez eu une confrontation directe avec la Cour suprême. Alors pourquoi ne pas commencer d'abord par la conscription des Haredim,
puisque je sais que c'est ce qui préoccupe tout le monde en ce moment, et nous aborderons ensuite les autres sujets. Et je ne pense pas que ce sera un aussi grand saut que cela en a l'air. En tant qu'ancienne présidente de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, pouvez-vous décrire l'ampleur des défis stratégiques, économiques et sociaux auxquels Israël fait face sur cette question? C'est exactement ça. Il ne s'agit pas d'une discussion abstraite sur l'égalité des droits ou des devoirs pour tous. C'est quelque chose de très concret. Concrètement, Tsahal a besoin de plus de soldats. Le chiffre que Tsahal utilise actuellement est d'environ 12 000 soldats supplémentaires dont elle a cruellement besoin. Et je pense que la seule possibilité d'essayer d'atteindre ce chiffre, c'est si nous changeons quelque chose concernant la communauté ultra-orthodoxe dans ce pays. Maintenant, je comprends tout à fait qu'on ne peut pas faire ce changement en un jour. Même mes propositions ont été critiquées par de nombreux soldats de réserve et d'autres personnes qui ont dit qu'elles étaient très modérées et qu'elles étaient trop marquées par le compromis. Mais j'ai totalement compris que si nous voulons quelque chose qui puisse, d'une manière ou d'une autre, être accepté par l'establishment ultra-orthodoxe, nous devons proposer un compromis. Au final, malheureusement, il s'est avéré qu'aucun compromis n'était possible. Leurs députés à la Knesset et leur direction n'ont jamais accepté aucun compromis qui mènerait à une conscription effective dans l'armée. Maintenant, j'ai dit que votre question était excellente parce que cela ne concerne pas seulement l'armée. La conséquence immédiate du service militaire, c'est qu'après cela, des gens pourront rejoindre la population active dans ce pays en parlant de l'économie et de la situation dans laquelle nous nous trouvons après 3 ans de guerre. Un travail régulier avec le paiement des impôts et tout ce qui va avec de la part d'une part significative de la population pourrait réellement influencer l'état de l'économie israélienne. Sans cela, ce ne sera qu'un fardeau pour ceux qui travaillent et paient des impôts. Dernier point, et non des moindres, il y a quelque chose qui me dérange énormément. Et c'est le fossé que nous constatons, parce qu'entre la population qui sert dans l'armée, sans parler des familles qui ont perdu leurs proches, et bon, mais même une famille euh, où le père ou le mari disparaît pendant 300, 400 jours à cause du service de réserve, euh, se met en danger dans de nombreux cas. Ce genre de famille doit faire face à une situation où leurs voisins, dans certains cas même leurs proches, ne comprennent pas de quoi ils parlent. Ils mènent simplement leur vie habituelle, une vie normale. Et comme je l'ai dit, je suis vraiment inquiet parce que ce que j'entends autour de moi et la façon dont on parle autour de moi ne sont pas très sains dans notre pays. Nous sommes un État juif. Nous voulons comprendre qu'il existe différentes façons d'être juif, y compris évidemment la manière de vivre des ultra-orthodoxes. Mais ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas un dialogue, ce sont deux monologues. C'est comme pardonnez-moi, deux sourds qui essaient de se parler. À quoi ressemblerait une loi de conscription idéale, selon vous? Sans entrer dans trop de détails, et j'ai vraiment discuté de chaque paragraphe de cette législation, mais un nombre croissant chaque année, avec la distinction évidente entre ceux qui vont servir dans l'armée et ceux qui évitent le service militaire. Et avec le soutien d'un certain nombre de ceux qui étudient vraiment la Torah du matin jusqu'à tard le soir. Il y a des gens comme ça. Nous avons besoin d'eux, mais il devrait y en avoir un certain nombre et non pas la situation à laquelle nous sommes confrontés actuellement, où tout le monde, pardon, peut en gros s'inscrire à la yeshiva sans même la visiter une seule fois. Parce que l'une des choses auxquelles l'establishment ultra-orthodoxe n'a jamais consenti, c'est une supervision stricte des yeshivas. Pour eux, une sorte de bout de papier venant de l'un des rabbins suffit comme preuve.
Moi, j'hésite à poser cette question, mais puisque nous nous concentrons sur les effectifs et les chiffres, la population arabe d'Israël a-t-elle aussi un rôle à jouer? Vous n'avez pas, non, vous n'avez pas hésité. On m'a posé cette question de nombreuses fois et j'ai dû attirer l'attention de tout le monde. L'attention de tout le monde sur le fait que la législation qui a été soumise à ma commission était une législation gouvernementale intitulée le projet de loi sur les jeunes ultra-orthodoxes. Jeunesse. Et je suis absolument certain qu'il doit y avoir une discussion sérieuse sur le rôle de la population arabe. Tout le monde ne servirait pas dans l'armée, mais je pense qu'il y a de nombreux cas où cette population pourrait contribuer à la sécurité de l'État d'Israël. Inutile d'aller trop loin. Lors des dernières guerres, Lorsque le Hezbollah et les Iraniens tiraient des missiles et envoyaient des drones sur l'État d'Israël, je pense qu'en termes de ce que nous appelons la défense civile, la population arabe pourrait être d'une grande aide, même dans leurs propres villes et villages, et pas nécessairement seulement dans leurs propres villes et villages. alors maintenant, essayons de passer à la question structurelle, car c'est évidemment un exemple d'un long effort législatif sur de nombreux mandats différents pour tenter de résoudre un problème. Cela n'a pas vraiment semblé produire de résultats. Ou on pourrait dire que cela en a produit, puis peut-être que les tribunaux sont intervenus. J'ai entendu diverses explications sur notre situation. Parfois c'est la faute du système politique, parfois celle des tribunaux, ou un mélange des deux. Et étant donné votre grande expérience dans les pouvoirs législatifs et exécutifs, j'aimerais comprendre deux choses. L'une concerne, et vous pouvez utiliser ceci comme exemple, les défis liés à la promotion d'un programme à travers le système de coalition. Et ce système existant, quels sont, vous savez, ses avantages ou ses faiblesses? Qu'est-ce que vous y changeriez? Et ensuite, j'aimerais aborder cela sous un autre angle, à savoir travailler avec ce qui est, souvent, vous savez, critiqué comme une bureaucratie et un système judiciaire incroyablement suractif en tant que politicienne dans ces deux pouvoirs. Mais commençons par cela, la difficulté de faire avancer un programme cohérent dans le système actuel. C'est une difficulté objective, mais je suis tout à fait favorable au système de coalition dans notre pays parce que nous sommes encore une société fragmentée. Nous sommes encore un jeune pays. Et je ne suis pas sûr que l'idée que j'entends parfois, vous savez, nous devons adopter la Constitution. Une Constitution fait défaut en Israël. Il nous faut simplement une majorité de 61. Je ne suis pas sûr que ce soit une déclaration judicieuse et je ne suis pas sûr que ce soit ce dont le pays a besoin. Nous avons besoin d'un consensus sur de nombreuses questions. Même si je dois dire, et parfois j'admets mes erreurs, cela peut sembler étrange, mais parfois je le fais. Moi, j'ai toujours dit que la seule façon de vraiment changer quelque chose dans la situation concernant la conscription des Juifs ultra-orthodoxes, c'est lorsque les factions ultra-orthodoxes ont parti de la coalition. Alors, vous pouvez parvenir à un accord et aller de l'avant. Je n'en suis pas sûr. Je pense que psychologiquement, en ce moment, pour eux, il y a une énorme difficulté à accepter, comme je l'ai dit, même la moindre forme de compromis. Donc, peut-être que la solution ici est de créer une large coalition sioniste composée de factions sionistes venant des deux côtés de l'échiquier politique et de quand même proposer une législation qui ne soit pas, pardonnez-moi d'être aussi direct, mais ce n'est pas toute cette démagogie qu'on entend pendant les campagnes électorales où on dit que demain tout le monde sera enrôlé et qu'ils iront tous à la brigade du Golan, à la brigade Givati et chez les parachutistes. Ça n'arrivera pas. Mais je pense qu'il faut proposer une législation sérieuse pour commencer à avancer. Cela nous permettra d'une part de, comme je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises dans cette conversation, d'élargir la base de la conscription pour les FDI, ce qui est grandement nécessaire. D'autre part, vous savez, après certaines protestations venant des factions ultra-orthodoxes, je pense qu'il y a de bonnes chances que les choses reviennent plus ou moins à la normale et que la situation continue d'évoluer. Mais sur beaucoup d'autres sujets, je vais le répéter encore une fois, je pense que c'est une bonne chose. Qu'il est nécessaire de
créer des coalitions, parfois c'est vraiment euh, cela rend difficile de faire passer les choses à la Knesset, ce qui n'est pas toujours mauvais. Vous savez, des lois qui sont adoptées en un jour, et je me souviens en tant que président avoir souvent débattu avec la coalition dont je faisais partie que ce n'est pas une si bonne idée de piétiner la Knesset et d'aller de l'avant. Parce qu'alors, après un mois ou deux, il s'avère qu'il y a beaucoup de paragraphes qui sont contre-productifs, difficiles à mettre en œuvre et ainsi de suite. Vaut mieux avoir une discussion en commission où tout le monde est entendu, où des intervenants extérieurs qui ne sont pas membres de la Knesset viennent exprimer leur opinion. Et ensuite, on obtient une sorte de législation qui a déjà été correctement discutée. Et donc, cela peut fonctionner. Vous parlez de construire un consensus. Je l'admets. Relativement nouvelle en Israël. Mais il m'est très difficile de me souvenir d'un moment, pendant la décennie où j'ai été ici, où il y a eu un consensus autour d'une question, à part, disons, la lutte contre des ennemis extérieurs. Y a-t-il des sujets sur lesquels un tel consensus a existé? Et comment le construit-on sur les questions les plus cruciales d'aujourd'hui? D'accord, tout d'abord, assurons-nous bien que le consensus atteint sur une question donnée ne signifie pas l'unité ou, vous savez, exactement la même opinion. Nous sommes, comme je l'ai dit, une société fragmentée. Nous ne sommes certainement pas une unité militaire où tout le monde doit marcher au même rythme. Cela étant dit, je vais vous donner l'exemple le plus controversé, quelque chose qui a rendu impossible de combler le fossé entre l'approche de ce qu'on appelle la gauche israélienne et la droite israélienne. Et je parle de la création ou de la reconnaissance de l'État palestinien. 5. Il y a 10 ans, c'était la question et on pouvait le voir dans tous les sondages. Cela divisait vraiment la société israélienne presque en deux moitiés égales. Dans la dernière Knesset, il y a eu deux votes, une déclaration cependant, pas une législation, une déclaration concernant l'opposition de la Knesset israélienne à l'idée de l'État palestinien. Je ne me souviens pas, je m'excuse des chiffres exacts, mais je crois que sur 120 membres de la Knesset, lors d'un vote, il y avait 90 et quelques voix. L'autre était proche de 80. Ce qui veut dire que, et d'ailleurs, j'ai évoqué plusieurs sondages récemment avant les élections. Je pense qu'à l'heure où nous parlons, 10 nouveaux sondages ont été réalisés en Israël. Mais dans tous, vous constatez que il y a un très large consensus sur la question de l'État palestinien. C'est-à-dire que la grande majorité des Israéliens s'opposent à cette idée. Je pense que le seul parti à la Knesset, les soi-disant démocrates, anciennement le Parti travailliste, qui, dans tous les sondages, obtiennent environ 10 sièges, disent ouvertement qu'ils soutiennent cette idée. Ce qui veut dire quoi? 10% de la population, un peu plus. Nous allons parler de la question de la souveraineté pendant 1 minute, puis nous allons aborder sérieusement les questions judiciaires. Parlez-moi du vote pendant que la vice-présidente Vance était ici, du vote en lui-même, mais aussi de la façon dont vous le percevez, de la signification et de l'avenir de la souveraineté sur la Judée et la Samarie. Eh bien, pour moi, le vote n'était même pas une question, ce n'était pas un sujet, parce que j'ai toujours soutenu l'idée d'appliquer la souveraineté israélienne à la Judée et à la Samarie. Je dirais, avec une pointe d'ironie, bien avant que cela ne devienne une idée populaire. Je pense que nous devons clarifier cette question et tout ce comportement de notre part qui consiste à dire que c'est à nous, mais pas vraiment à nous. Il y a ceci et il y a cela, je pense. Cela donne toutes sortes de faux espoirs à nos ennemis et même à certains de nos partisans qui ne sont tout simplement pas sûrs. Quelle est notre position sur cette question? Donc, je ne peux pas être, et j'espère ne jamais avoir été, et je ne vais pas me retrouver dans une situation où je soutiens publiquement une certaine idée.
Et quand il faut vraiment agir et qu'il y a un vote, je me défile. Concernant l'idée elle-même, encore une fois, je pense qu'il est assez clair que cela ne va pas se faire en un jour. Et en parlant de consensus, il y a certaines parties de la Judée-Samarie qui bénéficient d'un large consensus, d'un large soutien au sein de la population israélienne dans son ensemble. Donc, nous pourrions commencer par là. C'est arrivé avec Jérusalem-Est. Le monde tient toujours debout. Donc, je ne pense pas que le monde s'effondrera si cela arrive à ce stade à Maale Adumim, Gush Etzion, Ariel. Et toutes sortes d'autres endroits bien connus de tous les Israéliens. Comme je l'ai dit, bénéficiant d'un large consensus. Et vous savez, même en termes pratiques, ce ne sont pas des endroits qui seront jamais donnés à qui que ce soit. Donc je pense que la clarté ici est Très importante. Et cela nous aidera à éviter de nombreuses situations embarrassantes à l'avenir. certains diraient tout cela est très bien, très important, mais pourquoi lorsque la vice-présidente Vance était ici, ou dans le cas des Haredim par exemple, ils diront très 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 important. Je suis tout à fait d'accord. Mais si la coalition tombe maintenant, alors que nous sommes dans une situation aussi sensible en termes de sécurité, quoi, vous savez, que peut-on faire? Alors, quelle est ta réponse à ces arguments? Eh bien, tout d'abord, quant au moment choisi, cette visite ou cette autre visite, moi, je me souviens d'il y a de nombreuses années. Aujourd'hui, tout le monde sourit et ceux qui sont jeunes ne croient même pas que c'était la véritable situation. Il y a un immense quartier, un quartier relativement nouveau à Jérusalem appelé Har Homa. Je pense qu'il y a facilement des dizaines de milliers de personnes qui y vivent dans de magnifiques appartements modernes, différents types d'Israéliens, religieux, non religieux. Cela fait partie de Jérusalem. Quand j'étais ministre de l'Intégration, nous avons commencé la construction dans cette zone à Har Homa. Et il y a eu des protestations et des discussions sur l'annexion de terres palestiniennes. Toute la presse internationale était là. Et je me souviens avoir emmené quelqu'un qui ne réalisait même pas que c'était une partie de Jérusalem pour lui faire visiter. Je crois que c'était une équipe de la BBC qui m'a approché et m'a posé exactement la même question. Ils ont dit, Monsieur le ministre, nous comprenons ce que vous dites sur votre droit et que cela fait partie de Jérusalem. Ne trouvez-vous pas que le moment est mal choisi? Je me rappelle leur avoir répondu, et c'est aussi ma réponse pour vous. Je leur ai dit que j'ai remonté 3000 ans en arrière et qu'il n'y a jamais eu de bon moment pour la construction à Jérusalem. C'est exactement la situation. Aujourd'hui, il y a cette visite, demain une autre visite, puis il y a des élections et ensuite l'après-élection. Et puis, il y a la visite du futur président et la visite de l'ancien président. Et ensuite, il y a une conférence internationale à laquelle le premier ministre, quel que soit le premier ministre, doit assister. Et il n'y a jamais de bon moment. Donc, si nous sommes sûrs de ce que nous faisons, et je ne veux pas dire, il n'est pas question que nous devrions taquiner quelqu'un ou faire ce que nous appelons, en hébreu, je ne suis pas sûr qu'il y ait une traduction anglaise pour cela, faire d'afta aux gens. Vous savez, le faire juste pour leur montrer qui nous sommes. Nous faisons tout ce que nous voulons. Ce n'est pas le cas. Mais c'est pourquoi, même dans cette interview, je dis que je comprends que ces questions doivent être dûment examinées et traitées étape par étape. Et d'ailleurs, les critiques, dans de nombreux cas, viennent aussi de la droite. Ils disent nous avons compris votre avis. Vous dites que Maale Adumim et Gush Etzion, des zones autour de Jérusalem, devraient être, comme ils disent, annexées. Vous savez que la souveraineté israélienne devrait y être appliquée. Et le reste de nos communautés peut aller en enfer, d'après vous. Ce n'est certainement pas ce que je pense. Mais je comprends que, vous savez, C'est quelque chose qui devrait, c'est un processus que nous devons commencer. Nous l'avons en fait déjà commencé avec Jérusalem-Est et avec le plateau du Golan. Et nous devons continuer ce processus. alors, laissez-moi finalement passer aux questions judiciaires, parce que je veux absolument en discuter. Je vais poser d'abord des questions générales, puis des questions plus spécifiques. Je suppose des questions axées sur la politique, juste pour comprendre vos points de vue. Que répondez-vous à la critique de l'équilibre actuel des pouvoirs entre la Knesset et le gouvernement,
Ou très souvent, lorsque j'interviewe des gens dans l'émission, on nous dit que la Knesset est assez faible en ce qui concerne son pouvoir de contrôle. Et que le gouvernement est extrêmement fort, beaucoup plus fort qu'il ne devrait l'être. Ce qui signifie très souvent, pour les personnes qui soutiennent l'activisme judiciaire, qu'il n'y a pas d'équilibre. Pour la Knesset et donc la Cour, le conseiller juridique du gouvernement, la bureaucratie, tout doivent être extrêmement puissants. Donc, je voudrais commencer d'abord par votre expérience vécue en tant que personne qui a été, encore une fois, à la fois dans l'exécutif et le législatif, pour savoir à quoi ressemble cette dynamique. Et ensuite, vos réflexions sur cette autre question du pouvoir judiciaire. Eh bien, pour commencer, la Knesset et le gouvernement. Je suppose que vous invitez des personnes très polies à votre émission, parce que dire que la Knesset est faible et que le gouvernement est fort, c'est vraiment, vous savez, ils sont vraiment très modérés dans leurs propos. La Knesset, selon moi, n'existe même plus face au gouvernement. Et il serait tout à fait naturel pour moi de continuer en disant, et nous devons en blâmer le gouvernement. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce que les membres de la Knesset eux-mêmes, Ceux de la coalition en particulier ne comprennent pas leur rôle. Je le sais non pas parce que, vous savez, j'ai lu dans leurs pensées ou surpris leur conversation. Les choses sont connues depuis un certain temps, même lorsque j'étais président. Et puis, bien sûr, avec tout le débat que vous avez mentionné à plusieurs reprises lorsque j'étais président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Ne faites-vous pas partie de la coalition? Il faut juste faire avancer les choses. Comment pouvez-vous vous opposer au gouvernement? Notre tâche est de servir le gouvernement, d'ailleurs. Des propos tenus officiellement par un membre de la coalition. Et toute cette idée selon laquelle un membre de la Knesset est élu pour servir le gouvernement, encore une fois, je vais essayer d'être aussi poli que vos autres invités et je dirais que c'est contre-productif. Et pour changer la situation, nous avons besoin, vraiment besoin, que la Knesset devienne beaucoup plus forte. Pour que les présidents de commission réalisent ils sont à leur poste non pour approuver automatiquement la législation du gouvernement. D'ailleurs, il ne s'agit pas seulement de questions controversées. Au début de ce mandat, un texte de loi a été présenté. Un texte de loi important a été soumis à ma commission. Il n'y avait rien de vraiment controversé. Un large consensus existait, mais c'était, vous savez, c'était pas vraiment bien préparé au départ. Et quand nous avons reporté la réunion et que nous avons dit que le gouvernement devait travailler dessus, le ministre en charge de ce texte de loi est venu dans mon bureau, un nouveau ministre, sans expérience parlementaire ni expérience gouvernementale, et il a dit exactement la même phrase. Il a dit, Yuli, je ne comprends pas. Tu ne fais pas partie de la coalition. Pourquoi faut-il des discussions supplémentaires? Il suffit d'approuver le texte de loi. C'était une incompréhension assez honnête, tu sais, du rôle du Parlement dans notre système. Et comme je l'ai dit, tu sais, il faut vraiment qu'on change ça. est-ce que c'est quelque chose, cette culture que tu décris, est-ce quelque chose de nouveau? Est-ce que ça a toujours existé? S'il y a eu un changement selon toi, qu'est-ce qui l'a causé et quand? Écoute, encore une fois, soyons brutalement honnêtes, Tu peux être dur avec le l'autre Dieu était haine là. si tu veux. Sois moins poli, c'est pas grave. Le gouvernement n'aime pas l'idée que certains membres de la Knesset supervisent, tu sais, et critiquent les activités ou les lois ou exigent des réponses, et ainsi de suite. C'est assez évident. La blague habituelle, c'est que Ben Gourion, tu sais, a déplacé la Knesset à Jérusalem parce qu'il ne voulait pas de sa présence à Tel Aviv. Dans la résidence du premier ministre et là où se trouve le ministère de la Défense, Ben Gourion est là. Si tu t'en souviens, c'était aussi en parallèle. Le ministère de la Défense, il ne voulait pas tous ces types autour de lui et a déplacé la Knesset à Jérusalem. Donc, ce n'est pas nouveau. Les changements, c'est que le gouvernement ne voulait pas que la Knesset s'en mêle et la Knesset voulait s'en mêler. En ce moment, la Knesset ne veut pas s'en mêler. L'opposition critique automatiquement tout ce qui vient du gouvernement. Natural.
même si ce n'est pas toujours judicieux. La coalition, comme je l'ai dit simplement à vos ordres quand quelque chose vient du gouvernement. Et le résultat, dans de nombreux cas, c'est que la législation n'est pas correctement organisée. Il n'y a pas de discussion sérieuse. Les discussions dans les commissions se transforment en disputes parce qu'il n'y a pas de fond dans le débat. Et je pense qu'au final, cela nuit non pas au système politique, cela nuit à chaque citoyen en Israël parce que les lois ne concernent pas quelque chose d'abstrait. Elles concernent notre vie. Donc, à la lumière de ce que vous décrivez en ce moment, comment voyez-vous les plaintes souvent formulées par, je dirais sans doute des législateurs plutôt de droite, mais pas uniquement, que les conseils juridiques, la bureaucratie juridique, ont en quelque sorte pris le pas sur l'élaboration des politiques, que ce soit au niveau du tribunal, du procureur général, des conseillers juridiques dans les ministères? Est-ce qu'on trouve le bon équilibre? Est-ce que c'est un défi en soi? Comment voyez-vous cela? Cette critique est tout à fait fondée. C'est pourquoi j'ai été tellement déçu par la façon dont les réformes judiciaires actuelles ont commencé en janvier. 23 a été menée parce qu'elle a essentiellement atterré la possibilité des changements nécessaires au lieu de les promouvoir. Ces changements sont indispensables. Elle veut Pouvez-vous en obtenir. reparler? Pouvez-vous donner quelques exemples, disons, de législation ou politiques qui ont été... Par exemple, la facilité avec laquelle la Cour suprême annule la législation de la Knesset n'est pas quelque chose de très bien accueilli. Encore une fois, quand il n'y a pas de discussion, quand tout devient une dispute bruyante, quand le gouvernement impose tout ce qu'il veut, je peux d'une certaine manière comprendre la Cour suprême, mais cela ne le rend pas juste pour autant. Et je me souviens, c'était un cas précis Quelque chose n'était pas correctement. abordé lors des débats budgétaires à la Commission des finances. J'ai exigé, en tant que président de la Knesset, j'ai exigé un vote supplémentaire. Le conseiller juridique de la Knesset a totalement soutenu ma position et a exigé un vote supplémentaire. La commission hésitait. Quelqu'un, entre-temps, est allé à la Cour suprême et la Cour suprême a soutenu ma position ainsi que celle du conseiller juridique de la Knesset. Et j'ai publiquement exprimé ma colère envers la Cour suprême. Le juge qui a rendu ce verdict est quelqu'un que je connais personnellement. Et il a dit plus tard, vous savez, je ne comprends pas. Nous avons soutenu l'opposition. Et je lui ai dit, vous n'avez pas à vous mêler des affaires de la Knesset de cette façon. Et si je décidais vraiment d'imposer mon opinion au comité, j'avais mes moyens. Je pourrais dire que le budget n'arrivera pas en séance plénière tant que vous n'aurez pas un vote supplémentaire sur cette question. Le président de la Chambre en a le pouvoir. Malheureusement, vous savez ce qui se passe à la Knesset et ici vous mettez le doigt dessus. Pourquoi la Knesset est-elle si faible? Parce que la moitié de la Knesset, disons aujourd'hui, l'opposition à la Knesset serait très heureuse de ce que je dis en ce qui concerne les relations entre la Knesset et le gouvernement. Et la coalition à la Knesset serait très heureuse d'entendre ce que je dis à propos des relations entre la Knesset et le système judiciaire. Peu, voire aucun membre de la Knesset serait heureux d'entendre les deux parties de ce que je dis. Et c'est ce qui rend la Knesset très faible. Donc, à la lumière de ce que vous dites, comment pensez-vous que le système judiciaire devrait-il évoluer? Vous avez déjà évoqué un cas similaire, où une décision vous a été favorable, mais vous vous y êtes opposé par principe. Vous avez déjà dit que, malgré ses défauts, et même s'il semble vous avantager, le système de coalition, selon vous, vous retrouvez du mauvais côté d'une question, ou avoir subi un coup particulier pour quelque chose que vous vouliez. Vous continuez malgré tout à défendre le système de coalition. Cela étant dit, comment? Encore une fois, quel est votre idéal quant à la relation entre le gouvernement canadien et le pouvoir judiciaire? Vous avez dit ne pas aimer la façon dont la réforme judiciaire a été menée. Mais aviez-vous des réserves sur le fond? Auriez-vous proposé autre chose?
Allez-vous proposer autre chose sur le fond? Tout d'abord, comme je l'ai dit, des changements sont nécessaires. Si vous voulez que je le résume en une phrase, je dirais plus d'équilibre, plus Trois. d'autolimitation. Vous pouvez me le dire? D'accord? Donc, comme je l'ai dit, euh, plus de pouvoir à la Knesset, qui est en fait la représentante du peuple. Moins de facilité avec laquelle la Cour suprême annule des lois ou interfère même dans les affaires internes de la Knesset. Moins d'empiètement du gouvernement sur la Knesset et plus de contrôle de la Knesset sur les activités du gouvernement. Je pense que ce sont des choses qui pourraient être présentées à la Knesset avec un consensus assez large. J'entends mes collègues. Et même s'il est très facile de transformer tout en une opposition binaire, soit vous êtes en faveur des réformes, soit vous êtes contre les réformes. Ce n'est pas le cas. Il y a certaines réformes qui sont vraiment nécessaires. Et il y a eu certaines tentatives de légiférer sur des choses qui sont complètement absurdes. Et je pense qu'à partir du moment où nous commençons ce changement, certaines des questions que vous avez soulevées concernant le pouvoir supplémentaire des conseillers juridiques auprès des différents ministères et ce qu'on appelle parfois l'état profond et tout ça, je pense que cela se réglera automatiquement. D'une certaine manière, cela va s'adapter à cette nouvelle réalité. Et d'ailleurs, si vous regardez il y a 20 ou 30 ans, les décisions de la Cour suprême, dans de nombreux cas, la Cour suprême se tourne vers la Knesset. Je vais mentionner une question très connue et controversée de différentes manières. Il y avait différentes définitions, mais mettons-le de façon très simple. Qui est juif? La loi du retour, qui est juif, et ainsi de suite. Je me souviens que les juges de la Cour suprême se sont tournés vers la Knesset une fois, deux fois, trois fois et ont dit vous devez décider, vous devez légiférer. Si vous ne le faites pas, nous interviendrons. Et puis lorsque la Knesset n'a pas agi pour toutes sortes de raisons politiques, alors la Cour suprême est intervenue. Actuellement, ce n'est pas ainsi. La Cour suprême se tourne vers la Knesset, prend les décisions et c'est tout. Comme je l'ai dit, il faut s'en occuper. Donc, si je vous comprends bien, vous pensez qu'il y a des lois qui peuvent être adoptées pour renforcer la Knesset et affaiblir le pouvoir judiciaire sur certaines questions. Limiter le pouvoir, affaiblir le pouvoir. Limiter le Ce serait pouvoir. On pourrait puissant. dire que cela limite le pouvoir et renforce l'état de droit ainsi que le pouvoir judiciaire. Un autre point qui revient souvent dans l'émission est la question de la confiance du public dans les institutions publiques. D'ailleurs, elle ne cesse de chuter. Et cela, je mets en garde contre cela depuis des années. C'est très dangereux. Vous savez, je ne fais pas partie de ceux qui disent qui a besoin de la Cour suprême. Nous avons besoin d'un système judiciaire fort. Quand je vois dans chaque sondage, année après année, pas seulement, vous savez, des sondeurs de droite qui essaient de vous donner une image déformée. Non, l'Institut israélien pour la démocratie et d'autres, et vous montreront que la confiance envers la Cour suprême diminue progressivement. Vous pouvez argumenter, et à juste titre, et dire oui, mais la Knesset est généralement la dernière. C'est vrai. Vous savez, ces sondages. Oui, mais c'est bien ce que je dis, car la Knesset est sans importance. La Knesset est. Moi, je Ouais. pensais que c'était parce que euh, le système de coalition est tellement fragmenté que n'importe quelle personne, que les gens, les électeurs, regardent essentiellement la Knesset et ce qu'ils aiment ne représente qu'un très faible pourcentage dès le départ. Être prêt, peut-être. Est-ce que je suis trop oublieuse? Non, je n'y ai jamais pensé de cette façon. Peut-être que tu as raison qu'ils, depuis le tout début, sont en désaccord avec la majorité des membres de la Knesset et ne voient là-bas qu'une minorité qui représente leurs opinions. Mais quand même, tu sais, j'y ai jamais pensé de cette façon. C'est une réflexion intéressante, mais je dirais quand même que
Tu sais, quand la Knesset se comporte correctement et tient des discussions sérieuses, et pas seulement des cris, des sifflements et tout ça, je pense que les gens, c'est comme ça qu'ils veulent le voir. Ils veulent voir que la législation qui concerne leur vie est quelque chose qui préoccupe vraiment les membres de la Knesset. Et que les membres de la Knesset ne sont pas là juste pour faire les gros titres en traitant leurs homologues de tous les noms. D'accord, j'ai une question bonus, qui n'a rien à voir avec tout ce dont nous avons parlé jusqu'à présent, avant qu'il ne me fasse sortir d'ici avec le crochet du vaudeville. Et cela concerne l'ALIA, à propos de laquelle je sais que vous en avez déjà parlé dans le passé. Et je crois que vous étiez la ministre de l'Intégration. Nous vivons une période très difficile pour le peuple juif à l'étranger. Évidemment, l'ALIA n'est pas toujours la bonne solution pour chaque individu. Mais certainement, ici en Israël, beaucoup d'entre nous espèrent que davantage de personnes chercheront un foyer ici et la sécurité ici, si cela leur convient. Et je me demande s'il existe des moyens pour qu'Israël encourage cette démarche sans froisser les sensibilités diplomatiques à l'étranger. Et aussi en interne. Peut-être en apportant des changements pour créer un espace plus accueillant pour les Olim. Je crois que chanter doucement des chansons et des hymnes aux Juifs de la diaspora sur la vie en Israël ne les amènerait pas en Israël. C'est, comme tu l'as dit, tu as utilisé le mot, je crois que c'est toi, que ce soit approprié pour eux ou pour ceux pour qui c'est approprié. J'ai été critiqué même en tant que ministre de l'Intégration pour ne pas avoir appelé tout le monde à faire la LIA. Quand je donnais, disons, des conférences à l'étranger devant la communauté juive ou quelque chose comme ça, parce que je pense que les gens doivent prendre cette décision au sérieux. L'immigration et l'immigration, même si on l'appelle Aliyah, c'est jamais facile. L'adaptation n'est jamais facile pour personne. Pas pour les enfants, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais entendue. Avec les enfants, c'est tellement facile. Tu sais, ils s'adaptent en un rien de temps. C'est jamais facile. Ni pour les enfants, ni pour les adolescents, ni pour les adultes, ni pour les jeunes professionnels, ni pour les personnes âgées, ni pour personne. Ça reste. Je crois que c'est la meilleure décision pour ceux qui la prennent au sérieux et viennent ici. Vous savez, je peux le dire à la première personne. J'ai vécu quelques aventures sur mon chemin vers Israël, comme vous l'avez mentionné, et je ne regrette jamais. Je ne regrette jamais, vraiment jamais, le jour où j'ai décidé de faire ce choix. Et ici, en ce qui concerne la façon dont nous attirons de nouveaux immigrants, je pense que toute notre conversation est pertinente par rapport à cette question. Quand nous rendons Israël plus fort, meilleur, avec un consensus plus large, avec davantage, pas d'unification, mais de l'unité, une sorte de compréhension mutuelle entre les gens, nous sommes très différents et c'est bien. Parce que je n'ai rien à offrir, disons, à un juif ultra-orthodoxe qui veut faire son alia, ou à un juif totalement laïque qui ne veut rien entendre sur aucune religion ou appartenance religieuse. Mais il y a des gens en Israël qui sont très différents de moi, qui peuvent offrir beaucoup à ceux-là, à ceux-ci, et en fait à tout le monde. Nous sommes différents ici. Nous devons simplement nous écouter les uns les autres, car si un camp l'emporte, le peuple juif perd. Et c'est quelque chose que nous devons garder à l'esprit. Tout ce que nous faisons ici, toutes les lois que nous adoptons ici, tout ce que nous promouvons ici influence des millions de Juifs à l'étranger et les aide ou ne les aide pas à penser à l'ALIA. Je trouve que c'est une excellente conclusion. Je sais que vous avez sans doute une annonce politique à venir dans une semaine ou deux. Si je devais deviner. Et pour ceux qui veulent suivre l'histoire, je vois, je n'insiste pas. Ce n'est pas le but de l'émission. Quand le moment viendra, Restez à l'écoute. Merci beaucoup, Monsieur Edelstein. Nous continuerons la série avec d'autres intervenants dans les semaines à venir. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et bonne chance. merci beaucoup. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Merci.